La polémique donc à Lyon, 2 semaines après le lynchage de Quentin Derenque, 2 jours seulement après ses obsèques, Jean-Luc Mélenchon est attendu ce soir en meeting pour soutenir la candidate LFI au municipal. Alors il faut le dire, c'est un meeting qui est prévu de longue date pour soutenir cette candidate et ça s'annonce tendu. Alors pourquoi ça s'annonce tendu? On va le savoir tout de suite. Jean-Luc Boujon, correspondant d'Europe 1 à Lyon, est avec nous au téléphone. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Christophe. Merci beaucoup d'être avec nous. Jean-Luc, la présence de Mélenchon pourrait entraîner des troubles. En tout cas, les services de police sont sur le qui-vive. Absolument. Oui, il y a un dispositif spécial qui a été imaginé, qui est en train de se mettre en place. Alors, il faut quand même préciser que pour l'instant, à la préfecture du Rhône, on nous dit qu'il n'y a pas de menace particulière sur ce meeting. Malgré tout, le contexte inflammable avec ces 2 semaines après le lynchage de Quentin Derenque fait qu'on est obligé de prendre des précautions. En tout cas, on est obligé à la préfecture du Rhône. Donc, ça veut dire concrètement qu'il y a une compagnie de CRS qui est mobilisée ce soir. Donc, ça représente environ 60 à 70 policiers CRS qui seront dans les rues, aux abords de la Bourse du Travail. C'est là qu'aura lieu le meeting où Jean-Luc Mélenchon vient effectivement soutenir la candidate LFI Anaïs Bellouassa-Chérifi. Il y aura aussi beaucoup de policiers dans les transports en commun, parce que juste devant la Bourse du Travail, il y a une station de métro, la station Guichard, qui arrive juste devant la Bourse du Travail. Donc on va surveiller, les policiers vont surveiller les arrivées éventuelles de groupes. Alors ça peut être des groupes qu'on imagine d'extrême gauche, d'extrême droite. Parce qu'il y a aussi cette chose-là, c'est que samedi dernier, c'était la marche en hommage à Quentin, qui avait de grandes craintes autour de ça, immense dispositif policier. Là, on n'est pas sur le même niveau quand même, c'est plus réduit, mais il y a quand même une vigilance, et qu'il n'y a pas eu d'échauffourée, il n'y a pas eu d'affrontement, alors que certains étaient peut-être tentés. Donc certains vont peut-être essayer de jouer le deuxième round ce soir. C'est pour ça que la préfecture est sur les dents, absolument. Ouais, la question quand même qu'on se pose, Jean-Luc Mélenchon à Lyon, est-ce que l'on sait pourquoi le leader insoumis n'a pas reporté ce meeting ou peut-être annulé ce meeting? Il sait très bien qu'en allant à Lyon, il met encore quelque part le feu, c'est-à-dire qu'il provoque. C'est ça la réalité. Sébastien Ligné, est-ce que c'est votre sentiment? Bien sûr, mais j'ai envie de vous dire, depuis la mort de Quentin maintenant et depuis 2 semaines, tout chez Jean-Luc Mélenchon n'est que provocation. Tout n'est que outrance. Tout n'est que insulte. Mais tout cela est stratégique, c'est ça. C'est pas simplement Jean-Luc Mélenchon qui fait du Mélenchon. Tout ça est une pensée politique propre. Il a décidé de jouer la carte de la provocation. Quand, après la mort de Quentin, le dimanche, il fait cette conférence de presse hallucinante, où il nous explique entre les lignes que Quentin l'avait bien cherché et que finalement c'est la France insoumise qui est attaquée, il annonce la couleur. Il annonce à partir de maintenant, c'est ça la ligne à suivre. Et cette semaine, on a eu encore une fois une conférence de presse digne des grandes heures de l'Union soviétique, avec des journalistes triés sur le volet qui lui ne posaient que des questions presque choisies à l'avance, où il a encore une fois expliqué entre les lignes que tout cela était presque un complot et que tout cela était organisé pour faire tomber Jean-Luc Mélenchon. Tout cela est stratégique. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est là, on n'est que aux prémices de ce qu'on va vivre en 2027. C'est-à-dire que là, Jean-Luc Mélenchon, il pave le chemin pour ce que va être sa campagne. La campagne du pire, la campagne du chaos, la campagne de la rue. Parce qu'il l'a annoncé dans le livre La Meute. Si Marine Le Pen est au pouvoir en 2027, ou Jordan Bardella, elle aura l'Élysée, nous aurons la rue. Il prépare l'affrontement. Et Mathilde Panot, qui a dit dans une vidéo il y a quelques jours qu'elle n'accepterait jamais, le cas échéant, que le Rassemblement national puisse prendre le pouvoir. Donc voilà. Sabrina Medjeber, cette radicalité assumée, on ne l'a jamais vue de manière aussi réelle, aussi vive quelque part. Oui, d'autant que je me souvienne, je n'ai jamais connu un parti politique aussi violent et qui exalte la violence en permanence. Mais c'est l'axiologie de Jean-Luc Mélenchon en personne, puisque je vous rappelle que lorsqu'il a créé le Parti radical de gauche en 2010, il annonçait déjà, entre guillemets, la couleur. Le bruit, le tumulte, et le bruit, la fureur, pardon, le tumulte et le fracas. Lorsqu'il a créé... Là, on y est. Là, exactement. Ouais. Donc, en fait, en réalité, pour nous, citoyens de bon sens, et rationnels et humains et humanisants, nous sommes tous sidérés
par la violence et l'exaltation de la violence et des provocations incessantes de Jean-Luc Mélenchon. Mais pour Jean-Luc Mélenchon, c'est simplement la continuité. Il est complètement dans la cohérence de son projet politique qui est effectivement la conflictualisation, la brutalisation, la disqualification, l'entreprise de criminalisation de la dissidence, etc., etc., etc. Je pourrais y ajouter une kyrielle de qualificatifs. Et aujourd'hui, malheureusement, nous assistons là, c'est à une œuvre dystopique déshumanisante. C'est-à-dire qu'il a réussi à œuvrer, à écrire, à métaboliser un contre-récit où lui s'inscrit dans une stratégie persécutionnelle et victimaire. C'est la réalité. C'est l'inversion. Exactement, c'est la totale inversion et c'est ça qui est extrêmement dangereux parce que malheureusement, il n'est pas le seul. C'est un jeu politique qui entache également d'autres personnalités et je pense notamment à Madame Ségolène Royal. C'est-à-dire que là, parce que les politiques dans leur entièreté ont réussi à polariser le débat entre extrême droite, extrême gauche et en les mettant sur le même niveau, entre guillemets, du jeu d'équilibre, eh bien, il a engrangé également d'autres politiques qui ont suivi le chemin dont a parlé Sébastien Lignat. Vous avez cette analyse et on a voulu savoir quelle était l'analyse, évidemment, des Lyonnais, puisque, évidemment, les Lyonnais peuvent être, le cas échéant, un peu inquiets de ce qui pourrait se passer ce soir. On ne sait pas ce qui peut se passer entre la violence des mots de Mélenchon, qui va sûrement être une fois de plus présente pendant ce meeting, il va sûrement haranguer, entre la violence qui pourrait s'exprimer à l'extérieur de la salle du meeting, on ne sait jamais, même si pour l'instant, visiblement, la préfecture semble calmer le jeu. En tout cas, on a voulu entendre les Lyonnais. Écoutez. C'est vraiment indécent vis-à-vis de ce qui s'est passé. Par rapport à cette famille qui est d'une dignité. Il n'a rien à faire sur Lyon. Pour ma part, je trouve que c'est malvenu. Sa façon d'être, c'est de toujours narguer et de provoquer. De toute façon, c'est son attitude, la provocation. Il ferait mieux de se cacher. Il inverse tout. La victime, c'est la personne qui est morte, quelles que soient ses convictions. Moi, je trouve qu'il n'a rien à faire ici à ce moment-là. Je ne suis pas persuadée que les parents de Quentin soient ravis de son arrivée. Vous voyez bien que Lyon est sous tension en ce moment. J'ai peur que ça enflamme encore la ville. Je trouve qu'il y a assez de dégâts et assez de violence à Lyon. Ça va finir en émeute. Je pense que ça va partir en cacahuète, sérieusement. Les gens en ont marre en fait. C'est un manque de respect, c'est de mettre de l'huile sur le feu, clairement. Bon, alors effectivement, ça peut partir en cacahuète, comme l'a dit cette Lyonnaise interrogée par Jean-Luc Bougeon, que l'on remercie, qui était avec nous il y a un instant. Voilà, il y a quand même ce risque, il faut être extrêmement prudent ce soir à 20h pour ce meeting. Mélenchon et ses amis sont devenus des gens, moi je vous le dis à titre personnel, c'est ce que je pense, sont devenus des gens dangereux. Voilà, c'est vraiment ça. Ce sont devenus des gens dangereux. Ils ont fait le choix du jusqu'au-boutisme. Bon, ils en paieront peut-être les conséquences à un moment. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce soir, la crainte que l'on a lorsqu'il sera en meeting, c'est encore d'entendre des choses comme celle-ci. Mais la Jeune Garde, nous sommes très fiers d'avoir compté la Jeune Garde comme allié. Tellement fiers qu'on a proposé à celui qui l'avait fondée de devenir député sous notre étiquette, la France Insoumise. Et nous n'avons aucun regret à cet égard. Bonjour, je suis Lisa Lab, journaliste pour le Média. Moi, je vais revenir sur la mort de Quentin, le jour où tout le monde l'a appris. Quentin, qui est-ce ? Pardon, le militant néo-nazi à Lyon qui a été tué. Quentin Durand. Oui. Okay. Vous autres, là, les militants, il y en a dans cette salle. Va falloir commencer à vous organiser, les camarades. Parce que nous, à Marseille, on a dû y aller avec des méthodes impactantes. Bon, des méthodes impactantes. Ça laissait déjà présager des choses, effectivement, qui pouvaient être violentes. Et la Jeune Garde, qui, il faut le dire, est le bras armé de la France Insoumise. Ils l'ont reconnu, puisque la Jeune Garde s'occupait, visiblement, de la sécurité d'un certain nombre de manifestations. Donc c'est une réalité. Ils ne peuvent pas dire on ne les connaît pas, on ne les a jamais vus. Ce n'est pas possible. Bon, le pire dans cette histoire, moi c'est ça qui m'épate quand même aujourd'hui, c'est que plusieurs sondages locaux pour les municipales montrent que la France Insoumise a tendance à monter dans l'opinion des villes concernées. Et je voyais par exemple à Toulouse, c'était le cas. Et là ça pose question parce qu'on s'est dit, avec le drame qui a eu lieu, avec la mise en cause de la Jeune Garde, avec la mise en cause d'une certaine manière aussi donc de la France Insoumise, les gens vont prendre conscience que ce n'est pas possible. Et visiblement, ce n'est pas ce qui se passe. Mathilda, vous qui êtes
de ce collectif Némésis, qui vient en aide à ces femmes qui sont agressées, souvent par des personnes d'origine étrangère qui, pour la plupart, n'ont rien à faire sur le sol français. Vous qui avez vécu cette agression mortelle à Lyon, il y a 2 semaines, quand vous voyez ça, quand vous voyez que les sondages donnent le sentiment qu'il y a une sorte de compréhension, quelque part, de cette extrême gauche, ça vous inspire quoi ? Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise sont extrêmement forts là-dessus puisqu'ils arrivent à renverser le narratif de l'agression et de la mort de Quentin. Depuis maintenant 2 semaines, la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon et tous les cadres de LFI maintiennent que Némésis a une responsabilité dans la mort de Quentin, puisque selon eux, on serait venu provoquer. Il y a maintenant quelques jours, l'Humanité sortait un papier pour expliquer que le collectif Némésis tend des guet-apens avec des militants néo-nazis pour attraper des militants antifa de gauche. Jean-Luc Mélenchon a repris d'ailleurs ses propos dans sa conférence de presse en imputant ceci à la mort de Quentin, en disant que le jour de la mort de Quentin, les militants du collectif Némésis étaient venus tendre un guet-apens devant le meeting de Rima Hassan. Je le rappelle, la Jeune Garde, qui est une milice d'extrême gauche extrêmement violente, qui a été dissoute par le gouvernement, est le service d'ordre de la France Insoumise et le service d'ordre des meetings de la France Insoumise. C'était le cas le jour du meeting de Rima Hassan. Et ce sont des membres de la Jeune Garde qui sont aujourd'hui en détention provisoire pour leur implication dans le meurtre de Quentin. Mais quand on écoute le ministre de l'Intérieur cette semaine à l'Assemblée nationale, il parle de vous à un moment en disant que le ministère étudie tous les groupes entre guillemets violents et il vous met dedans alors que vous êtes allé à Lyon pour finalement déployer une banderole. Tout à fait. Alors quand on déploie une banderole, selon le ministre de l'Intérieur, si j'ai bien compris, on est violent. Alors, je pense et donc que vous pourriez être dissoute. Je pense qu'on ne sera pas dissoute. Le ministère peut faire une enquête sur le collectif Némésis. Nous n'avons jamais, en 6 ans d'existence, été condamnés, ni même avoir reçu de plainte pour quelconque fait de violence. Là-dessus, nous avons une charte très claire concernant les militantes. Nous ne devons jamais user de violence. Et c'est ce que nous faisons depuis 6 ans. Nos actions, elles sont pacifiques. On déploie des banderoles, on vient user de notre liberté d'expression, si vous voulez, en manifestation, devant des meetings. Nos méthodes, elles peuvent ne pas plaire. D'ailleurs, notre discours peut ne pas plaire. Il n'y a aucun problème avec ça. Bien sûr. En revanche, on ne peut pas nous imputer un seul fait de violence à notre actif. Donc que le gouvernement enquête s'ils veulent, et je pense qu'ils ne pourront jamais nous dissoudre pour ce genre de choses. Je voyais un autre sondage qui est intéressant. 6 Français sur 10 prêts à faire barrage aux insoumis aux municipales. Attendez, 6 Français sur 10 seulement ? Ça veut dire que 40% des personnes interrogées disent « je pourrais voter pour la France Insoumise ». On est à nouveau quand même dans cette histoire de sondage qui est en train de montrer que malgré les faits, malgré la réalité, on a une partie de la population française qui veut donner sa voix à la France Insoumise. C'est absolument invraisemblable. Je ne suis pas d'accord avec vous, Christophe Bordet. Je pense que vous... moi, ça me choque. Non, mais ça peut choquer. Je suis désolé de vous le dire, ça me choque. Je suis quelqu'un de bien élevé, j'ai été bien élevé, et ça me choque. En 2022, Jean-Luc Mélenchon n'était pas un doux bouddhiste qui n'avait aucune déclaration choquante et qui était un homme de gauche classique. En 2022, Jean-Luc Mélenchon avait déjà tenu des propos extrêmement polémiques, avait déjà une politique outrancière dans la forme et dans le fond. Jean-Luc Mélenchon, en 2022, il a fait 22%. Aujourd'hui, il faut accepter le fait que vous avez, en gros, 20% de la population française qui se dit prêt à voter pour Jean-Luc Mélenchon. Ces 20%, ils ne vont pas disparaître. Le problème, c'est que Jean-Luc Mélenchon, avec sa stratégie, c'est une excellente stratégie de premier tour pour essayer de mobiliser sa base et être au second tour face à potentiellement le RN, mais c'est une stratégie de second tour totalement perdante. Parce qu'aujourd'hui, il est impensable d'imaginer que la France Insoumise fasse plus de 50% au second tour à cause de ces provocations. Donc en réalité, Jean-Luc Mélenchon est en train de se disqualifier lui-même. Mais en effet, vous aurez toujours 20% des gens, peut-être même plus avec la démographie dans 10 ou 15 ans, qui seront prêts à voter pour la France Insoumise. Parce que ces Français-là, il faut les prendre en compte. L'idée quand même de Jean-Luc Mélenchon, j'imagine, c'est d'avoir pour les municipales un maximum d'élus. Et j'ai envie de dire, ce qui est aussi dramatique, c'est qu'il peut compter, pardon de le dire, mais il peut compter sur les alliés du Parti Socialiste et sur les écolos. Parce que, à part Hollande, Raphaël Gluckman
Glucksmann ou bien encore M. Gage. J'en ai pas vu beaucoup. Enfin, M. Gage, il a dit qu'il serait prêt à voter LFI. C'est vrai que M. Gage, finalement, a dit qu'il serait prêt à voter LFI. Tout en traitant Mélenchon de salopard antisémite. Exactement. Donc c'est quand même un peu inquiétant. Et d'ailleurs, tiens, écoutez ce qu'a dit l'autre jour Grégory Doucet, le maire sortant de Lyon, qui est écologiste. Si votre question c'est est-ce que je peux travailler avec Anaïs Belloissa-Chérifi, je vais vous répondre oui, je peux travailler avec Anaïs Belloissa. Voilà, je peux travailler avec la candidate de la France Insoumise. Il n'y a pas de problème. Il s'est passé ce qui s'est passé dans ma ville. On sait les violences qu'il y a eu. On sait qu'il y a eu un mort. Mais finalement, c'est pas grave. Je peux travailler avec eux. Moi, je vais vous dire, ces gens-là, de mon point de vue, ni honte, ni honneur. Voilà. Ni honte, ni honneur. C'est ça le problème. Ah oui, mais vous savez, souvenez-vous tout de même que l'ancien président de la République, Monsieur François Hollande, qui n'est pas un socialiste comme les autres, oui, il a quand même été élu. Il a quand même été élu comme député, effectivement, avec la France Insoumise. Sous la bannière avec l'aide, en tout cas. Du NFP. Alors, Jérôme Guelch, singulièrement, il a été réélu sans l'oriflamme de la France Insoumise, en tout cas du NFP. Mais comme le dit justement Sébastien, tout ça est une stratégie purement cynique, mathématique, électoraliste. Les caciques du NFP, qu'ils soient du bord écolo, qu'ils soient du bord du Parti socialiste, n'hésiteront pas, en cas de problématique, de triangulaire par exemple, de se rallier à la France Insoumise en faisant table rase sur la violence comportementale de Jean-Luc Mélenchon et de ses petits lieutenants et caporaux. Donc il n'y a rien de surprenant dans cette histoire. Je pense évidemment que pour les élections municipales, certains maires de grandes villes, comme Nantes notamment, comme Lille certainement, comme Lyon probablement, n'hésiteront pas à faire alliance avec la France Insoumise pour gonfler leur voix et leur socle électoral. Ça me semble tout à fait évident.